Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Faits célestes. Je suis vraiment ravi d'être avec vous en ce début d'année. Je vous souhaite une excellente année 2026 avec le bulletin astronomique et puis les commentaires astrologiques de l'almanach des Faits célestes. Nous nous retrouvons donc ici pour le bulletin astronomique pour la période du 3 au 10 janvier 2026, la troisième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud, car du point de vue de la lune, c'est encore une lunaison d'automne. Vous pouvez vous reporter aux deux précédents épisodes du bulletin astronomique où j'explique pourquoi. C'est parce que la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune s'est produite le 20 décembre, juste encore en automne, avant le 21 décembre qui était l'entrée dans l'hiver, le jour du solstice. Donc nous sommes en troisième lune d'automne nord, printemps sud, mais comme vous pouvez certainement le constater, les températures ont bien chuté. Bon, ben voilà, c'est quand même c'est l'hiver, hein, et on verra que les planètes y contribuent aussi. Enfin, c'est surtout le Soleil dont les rayons sont bas et qui est à ses courses minimales pour l'hémisphère nord, mais que maintenant ça remonte, les jours augmentent et donc la déclinaison du Soleil remonte et jusque, jusqu'au solstice d'été, où le Soleil culminera au tropique du Cancer, là il culminait au zénith au tropique du Capricorne. Donc à partir du 21 décembre, les jours augmentent au nord et diminuent au sud, et le Soleil culmine au zénith de plus en plus au nord, partant que le jour du solstice de décembre, il culmine au zénith, au tropique du Capricorne, et qu'il sera au zénith, à l'équateur, le jour de l'équinoxe. Vous voyez comme nos saisons sont bien calibrées sur l'horloge Terre-Soleil, hein, c'est ça qui fait les quatre axes du zodiaque, hein. C'est les solstices et les équinoxes, et c'est la grande horloge Terre-Soleil. Donc c'est un peu notre repère fixe, justement, par rapport aux étoiles. Alors je vous rappelle, en ce début d'année 2026, si vous ne l'avez pas encore fait, surtout allez, vous pouvez vous télécharger gratuitement mon e-book Signes et constellations du zodiaque, la différence. C'est mon petit cadeau de début d'année pour bien comprendre justement la différence entre signes du zodiaque et constellations du zodiaque. Les constellations étant les étoiles qu'on voit dans le ciel, qui sont à des distances différentes d'ailleurs, et qui dessinent pour nous et seulement pour nous des figures que nos différentes civilisations ont associées et interprétées selon leur culture. Voilà, c'est nature, culture. De la nature, c'est les étoiles, mais les cultures en ont fait des constellations avec des histoires particulières, puisque pour ne donner que cet exemple, eh bien, la Chine, qui a exactement les mêmes étoiles que nous, hein, hémisphère nord tempéré, n'a pas du tout dessiné les mêmes figures dans le ciel, ni interprété les mêmes histoires, hein. Le palais impérial céleste, voilà ce que le ciel chinois avec des tas de petits astérismes qui forment des figures qui parlent du palais impérial. Bon, nous, c'est essentiellement les constellations qui s'inspirent de la mythologie grecque, mais qui elle-même est inspirée en partie de l'Égypte, en partie des cultures boréales. Et donc, tout ça se mêle pour fabriquer ce qui est les constellations admises maintenant dans l'hémisphère nord. Les constellations ont été, pour toute la planète, ont été définies, enfin, les limites des constellations ont été arrêtées en 1924. Donc, vous voyez, ça fait à peine plus de 100 ans par l'Union astronomique internationale. C'était peut-être en 1926, d'ailleurs, je ne sais plus très bien. C'est marqué dans le petit e-book. Et déjà, ça vous donnera une idée. En tout cas, comprenez bien que les constellations, c'est un pur produit culturel et que ça ne peut pas nous donner un repère. Le repère, c'est les équinoxes et les solstices. Et par rapport à ce repère, les étoiles semblent reculer de 1 degré tous les 72 ans, avec donc ce qu'on appelle la précession des équinoxes, qui est le mouvement de toupie que fait l'axe de rotation de la Terre, donc l'axe des pôles, hein, par rapport aux étoiles. Ceci étant dû à la présence de la Lune, enfin, et à la présence des autres planètes, tout un effet de balancier, de toupie, d'équilibrage céleste. Voilà, donc ça, on appelait.
Ptolémée appelait ce grand cycle de précession des équinoxes la grande année, un cycle de presque 26 000 ans. Alors on va revenir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, le cœur joyeux et les mains, tout le corps entier à l'œuvre pour relier la terre et le ciel. C'est ce que fait Rocastre et c'est ce que je me propose de faire avec vous chaque semaine, ou plutôt deux phases lunaires en phase lunaire, pour vous préparer à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Comme ça, on rentre dans les détails de la mécanique céleste. Alors encore une fois, bonne année et c'est parti. On va faire un petit résumé de ce que nous allons pouvoir voir cette semaine, ce qui se passe et Dieu sait qui s'en passe. Nous sommes dans un moment céleste sacrément important. Allons-y, je partage tout d'abord l'affiche traditionnelle ou le petit résumé qui me remet les pendules à l'heure ainsi qu'à vous. Alors, je ne vais pas avoir grand-chose à vous partager comme image et ni comme info cette semaine car je suis un peu en mode minimum parce que j'ai souffert d'un grave torticolis et je me retrouve comme c'était prévu déjà chez mon fils. Vous voyez, j'ai changé de décor, je suis dans le bureau de mon fils et je garde mon petit-fils. Bon, néanmoins, il y a un nounou qui me permet qui est venu et me permet de faire mes vidéos comme prévu. Donc tout s'arrange très bien. Mais j'ai été tellement fatigué là que j'ai fait le régime minimum en ce début d'année pour cette période de Capricorne où nous sommes justement au strict minimum. Ça me suffit. Alors, nous commençons donc cette phase, la troisième, donc ça commence toujours par la pleine lune. Troisième phase de la lunaison, c'est celle qui va de la pleine lune au dernier quartier. Donc, à la pleine lune, bah, la lune se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Puis, elle est gibbeuse décroissante, elle va être un peu moins ronde chaque jour jusqu'au dernier quartier, qui advient donc le samedi 10 à 16h48, une heure métropolitaine de France. Et donc, chaque jour, elle va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit, culminer de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se coucher de plus en plus tard dans la matinée. Ce qui fait que on ne la verra qu'en deuxième moitié de nuit et dans la matinée, quand vous voyez la lune en fin de nuit ou dans la matinée, vous pouvez comprendre qu'elle est décroissante. Vous la voyez l'après-midi et en début de soirée, elle est croissante et vous la voyez, elle n'est pas levée au début de la nuit, elle se lève dans le courant de la nuit et vous la voyez davantage en fin de nuit et dans la matinée, et bien là, elle est décroissante. Donc une lune gibbeuse décroissante. Alors la pleine lune, pour commencer, hein, cette lune du grand froid quand même, hein, appelée dans les traditions lune du loup, qui se produit samedi 3 janvier à 11h02. Donc en fait, la nuit du 2 au 3 et la nuit du 3 au 4, on va trouver que la lune est vraiment pleine, elle est ronde, puisqu'elle est pleine à samedi 3 à 11h02. Elle est très très haute dans le ciel, presque autant que celle du 5 décembre, puisqu'elle est encore hors limite zodiacale nord, hein, qu'elle ne va rentrer dans les limites zodiacales nord que dimanche 4 janvier, n'est-ce pas, à 14h20. Alors, en plus, cette pleine lune survient en même temps que la Terre est au périhélie, c'est-à-dire que la distance Terre-Soleil est la plus courte. Donc, Terre périhélie vue du Soleil, ça veut dire plus près du Soleil, ou Soleil périgée périgée, oui, vue de la Terre, c'est-à-dire au plus près de la Terre. La distance Terre-Soleil est la plus courte. Ça se passe toujours à 13 degrés Capricorne pour le Soleil en géocentrique, 13 Cancer, 14e, donc Cancer en héliocentrique, donc 13-14 Cancer. Donc on a la pleine lune dans cet axe déjà. C'est un axe de force. Et en plus, elle est conjointe à Jupiter pour la pleine lune. Et on va voir que Jupiter est à l'opposition du Soleil samedi 10, donc pour le dernier quartier. C'est l'opposition de Soleil à Jupiter. On a une convergence de conjonction planétaire avec le Soleil qui est particulièrement forte cette semaine. Donc, puisqu'on va avoir le 6, je commence par là, hein, la conjonction supérieure de Vénus au Soleil, c'est-à-dire un alignement Terre, Soleil, Vénus. Vénus est de l'autre côté du Soleil, même si elle tourne autour du Soleil à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Là, elle est de l'autre côté du Soleil.
Donc elle est aussi au plus loin de la Terre. Elle a son apogée le 8. Voilà. Et c'est pleine Vénus. C'est comme la Lune, hein, quand elle est de l'autre côté, à l'opposé du Soleil. Pour nous, du point de vue géocentrique, ben, c'est la pleine Lune. Vénus est de l'autre côté du Soleil, donc à l'opposé de la Terre du point de vue héliocentrique. Et bien là, c'est pleine Vénus. Donc le 6, conjonction supérieure de Vénus. Le 8, au passage, Vénus est conjointe à Mars en géocentrique. Elle est donc à l'apogée le 8. Nous avons aussi Jupiter, donc j'ai dit qu'il était, le Soleil était opposé à Jupiter samedi 10 à 9h42. Donc alignement euh, Soleil, Terre, Jupiter. Donc, du point de vue solaire, c'est une conjonction Terre-Jupiter, et du point de vue de la Terre, c'est une opposition. Soleil-Jupiter, c'est pleine Jupiter, ça veut dire Jupiter se lève quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit, et se couche quand le Soleil se lève. Et juste avant, nous avons aussi Mars, qui est conjoint au Soleil, ce qui se produit qu'une fois tous les 2 ans et 2 mois. Donc, Soleil conjoint à Mars, c'est un alignement Terre, Mars, Soleil. Oui, vu de la Terre, c'est Terre, Soleil, pardon, Terre, Soleil, Mars. Mars est de l'autre côté du Soleil. Pareil, avec Vénus, donc elle est conjointe avec Vénus. Donc vous voyez, c'est ce faisceau de planètes rapides opposées à Jupiter, qui fait qu'on ne les voit pas, hein. Alors, nous avons et Vénus et Mars qui sont dans le champ du coronographe Lascaux C3 de décembre à février, grosso modo. Et nous allons même Mercure qui va s'y adjoindre. Tu vois qu'on on va se retrouver avec une conjonction Soleil, Vénus, Mars, Mercure, enfin un faisceau opposé à Jupiter. Une configuration assez rare. Donc la planète qu'on va voir beaucoup dans le ciel, bah, c'est Jupiter, donc qui rayonne de tous ses feux. On a encore Saturne visible le soir avec Neptune tout près de Saturne, visible avec un instrument, mais maintenant ces deux planètes ne sont plus là qu'en début de nuit. Et donc maintenant, c'est Jupiter qui rayonne de tous ses feux. Et puis, il y a Uranus encore qui est en très très bonne position d'observation, puisqu'elle se lève, elle a déjà passé son opposition au Soleil, elle, début décembre, mais elle est en excellente position d'observation encore tout près des Pléiades. C'est les horaires de lever, coucher culmination et coucher des planètes sont ici. Donc Uranus culmine aux alentours de 21h30, dirons-nous, et se couche à 4h50. Tandis que Saturne se couche maintenant aux alentours de 23h25 et Neptune 23h40. Elles sont dans un mouchoir de poche. Alors prenons un petit peu le résumé et comment on va voir tout ça. Donc je vous ai dit que la Lune, la pleine Lune, ça, on va bien la voir très très haute dans le ciel. Donc 14e degré du signe du Cancer, le Soleil Capricorne. La Lune est devant la constellation des Gémeaux, le Soleil celle du Sagittaire. Alors, je commence les petits détails. On va passer. Vénus rentre dans les limites zodiacales sud, où elle était hors limite zodiacale sud depuis quelques jours. Et elle y rentre le 3. J'aurais pu marquer depuis quand elle y était. Et vous le retrouverez dans l'article. Donc, la Terre est distance Terre-Soleil minimale le samedi 3, 18h23. Donc, c'est environ 147 millions de kilomètres. La distance moyenne, c'est environ 150 millions de kilomètres. Voilà, et la distance maximale, bah, vous rajoutez 3 millions de kilomètres à peu près. C'est une orbite en fait très ronde quand même, mais un petit peu elliptique. Et donc, nous sommes au plus près du Soleil début janvier à notre époque, car là aussi, c'est un autre grand cycle. Je vous ai parlé du cycle de précession des équinoxes, mais il y a aussi le cycle de précession des absides, c'est-à-dire périhélie, aphélie de la Terre, en l'occurrence. Pour chaque planète, c'est pareil, l'axe périhélie, aphélie de la planète se déplace en moyenne d'1 degré par siècle, donc sur le zodiaque. Donc en ce moment, c'est à 13 degrés, c'est-à-dire dans le 14e degré du signe, enfin quand le Soleil est dans le 14e degré du signe du Capricorne, soit la Terre 14e Cancer en héliocentrique. Alors, donc, pour cette pleine lune, en plus, elle est conjointe à Jupiter, enfin le soir. 12 heures plus tard, 12 heures après la pleine lune, la lune est conjointe à Jupiter. Donc, c'est une pleine lune
dans l'axe du périhélie de la Terre, au moment où la distance Terre-Soleil est la plus courte, et conjointe à Jupiter. Vous voyez, tout ça, ça donne de l'ampleur. Laquelle Jupiter est actuellement conjointe à Pollux, donc enfin tout près de l'étoile Pollux des Gémeaux. Donc nous sommes devant la constellation des Gémeaux avec la Lune pour la pleine Lune. Et donc vous verrez Jupiter qui brille très fort et un peu l'étoile Pollux qui fait un peu pâle figure, mais enfin qui est quand même une étoile bien brillante. Puis la Lune rentre dans les limites zodiacales nord le dimanche à 14h20, donc de jour en jour, elle va culminer de plus en plus bas et ensuite elle passera en déclinaison sud. Elle entre dans le signe du Lion le dimanche 4 à 14h43. Elle est conjointe à l'amas de la Crèche qui marque le huitième degré du signe du Lion et qui est dans l'amas ouvert de la constellation du Cancer. Voilà, au creux de la constellation du Cancer se niche l'amas de la Crèche, un amas ouvert, visible à l'œil nu quand il n'y a pas la Lune et que le ciel est assez noir. Voilà, c'est le deuxième bien visible après les Pléiades. Puis la Lune entre dans le signe de la Vierge mardi à 17h56. Elle est donc dans la foulée conjointe à l'étoile Régulus du Lion qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe de la Vierge. Je vous ai dit qu'elle descendait en déclinaison, elle descend aussi en latitude et passe donc à son nœud descendant. Mercredi 7 à 12h23, elle passe en latitude écliptique sud. Elle est alors dans le 11e degré du signe de la Vierge, qui est l'axe des nœuds et perpendiculaire à l'axe de la latitude maximale et minimale. Puis, je vais finir avec la Lune. Puis la Lune passe en déclinaison sud, elle est passée en latitude sud. Elle passe en déclinaison sud, là c'est par rapport au plan de l'équateur. Donc elle entre dans, c'est toujours quand elle entre dans le signe de la Balance à peu près, pas loin. Elle passe donc en déclinaison sud, jeudi 8 à 18h45, et entre dans le signe de la Balance, vendredi 9 à 1h05. Et nous avons le dernier quartier, la Lune, c'est le dernier quartier, samedi 10 janvier à 16h48. Et je l'ai noté parce que c'est à 0h21, heure, heure légale, donc en France métropolitaine, c'est 0h21, donc 23h21, le 10, en temps universel, la Lune est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, qui accompagne donc le dernier quartier de Lune. L'étoile se lève à 1h38 du matin et la nuit, la Lune à 1h49, la nuit du 10 au 11 janvier. Donc les autres événements dont je vous ai parlé, importants avec Vénus, Mars et Jupiter et même Mercure qui font la une de ce mouvement, de ce moment riche en événements planétaires, sans compter Uranus, là qui est elle une planète lente, qui entre en héliocentrique, hein, c'est marqué en bleu, l'héliocentrique, reportez-vous à la légende en haut, hein, si vous vous demandez pourquoi toutes ces couleurs. Ici, là, jusque-là, les couleurs indiquent, donc en bleu, c'est de l'héliocentrique, en noir, le reste, tout ce qui n'est pas bleu, c'est en géocentrique, mais alors, en noir, c'est dans le plan écliptique, mais il n'y a rien de particulièrement observable, du moins les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, après dans des instruments ou dans le coronographe, par exemple, justement, on voit ce qu'on ne peut pas voir à l'œil. Si c'est en marron, c'est que c'est dans le plan équatorial. Si c'est en gris, c'est qu'il s'agit de la Lune qui rentre dans un signe. Si c'est en vert, c'est que c'est des phénomènes qui se passent entre la Lune ou les planètes et les étoiles. Si c'est en vert clair, sinon c'est en vert foncé. Et si c'est des événements qui se passent entre la Lune, le Soleil et les planètes, c'est en rose. Et donc c'est en, en mauve foncé si c'est invisible. Donc, ce qu'on va voir, la conjonction de la Lune à Jupiter, bon, j'en ai parlé avec la pleine Lune. Nous avons donc comme événement autre planétaire Mercure qui est à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil, mardi 6, toujours en héliocentrique, donc aphélie c'est en héliocentrique, au plus loin du Soleil, c'est la distance Mercure-Soleil, qui elle est une orbite assez elliptique justement, Mercure. C'est toujours, Mercure est toujours à ce moment-là dans le 18e degré du signe du Sagittaire en héliocentrique. Puis nous avons donc cette conjonction supérieure de Vénus qui fait que en héliocentrique, Vénus est opposée à la Terre mardi 6 à 16h58
Et en géocentrique, eh bien, Vénus est conjointe au Soleil, donc je vous ai dit, de l'autre côté du Soleil, alignement Terre, Soleil, Vénus, mardi 6 à 17h35. Vénus est de 0 degré 42 minutes en dessous du plan de l'écliptique, et elle descend à latitude. Et c'est le même jour à 9h13 dans le plan équatorial, donc là c'est alpha, c'est son ascension droite, 19h09 minutes. Voilà pour Vénus, ça se passe essentiellement le 6. Alors Mercure atteint sa déclinaison minimale, donc sud, elle est hors limite zodiacale, sud aussi Mercure, donc en dessous des limites qu'atteint le Soleil au solstice de décembre. Elle est plus bas que n'était le Soleil au solstice de décembre. Elle est hors limite zodiacale sud du 28 décembre au 15 janvier. Et à ce moment-là, elle est dans le 8e degré du signe du Capricorne. Elle est devant la constellation du Sagittaire avec le Soleil, Vénus, Mars, en fait tout ça. Qui sont toutes ces planètes qui sont dans l'environnement solaire immédiat qui fait qu'on ne les voit pas, sauf dans le champ du coronographe, l'ASCO C3. Mais ça, c'est sur votre ordinateur que vous pouvez le consulter. Enfin, sur votre téléphone, comme vous voulez, mais que par Internet. Hmm. Donc, nous avons Vénus conjointe à Mars, qu'on ne verra pas dans le ciel, hein. Jeudi 8 à 3h43, dans le 19e degré du signe du Capricorne. Nous avons Vénus, du coup, qui est à l'apogée, donc au plus loin de la Terre, jeudi 8 à 7h38. C'est toujours lié à la conjonction supérieure, mais c'est pas exactement au même moment. Nous avons Jupiter, qui, elle, est au périgée, au plus près de la Terre. Vendredi 9 à 9h08, ça c'est lié à son opposition au Soleil, qui a lieu samedi 10 à 9h42. Soleil opposé Jupiter. Donc là, Jupiter, on la voit bien. Je vous ai dit, c'est comme pleine Jupiter, c'est comme pleine Lune, elle se lève quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le Soleil se lève. C'est dans le 21e degré du signe du Capricorne, le Soleil, du Cancer, Jupiter. Et je finirai avec l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux en héliocentrique. Bah, nous y sommes. Bah, nous y sommes. Donc Uranus en héliocentrique entre dans le signe des Gémeaux, c'est-à-dire passe 60 degrés de longitude écliptique. Et il va y rester jusqu'au 21 janvier 2033. Uranus passe à peu près 7 ans dans chaque signe, donc met à peu près 7 ans à franchir 30 degrés de longitude écliptique. En géocentrique, en raison de sa rétrogradation, elle est revenue dans le signe du Taureau et repassera dans le signe des Gémeaux le 26 avril. Ça se passe donc samedi 10 janvier à 12h17. Et puis en héliocentrique, Mercure il fait un tour en 3 mois, donc elle change souvent de signe. Mercure entre dans le signe du Capricorne samedi 10 aussi à 10h01 et donc va y rester jusqu'au 21 janvier. Et donc la Lune est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge pour le dernier quartier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les jours rallongent, du moins globalement. Il rallonge bien sur le soir maintenant, mais jusqu'au 7 janvier, il continue à diminuer sur le matin. Mais globalement, la durée du jour s'allonge. Ceci étant dû, ce décalage soir-matin est dû à l'équation de temps. Depuis le 13 décembre, depuis le 13 décembre, le soleil se couche, c'était le jour où il se couchait le plus tôt de l'année, le 13 décembre, le jour de la Sainte Luce. À partir de ce moment-là, il se couche de plus en plus tard le soir, mais il se lève aussi de plus en plus tard le matin, et le jour continue à diminuer jusqu'au 21 décembre, à partir, ou 22 décembre, le jour du solstice, et à partir du jour du solstice, le jour recommence à augmenter dans l'hémisphère nord, évidemment diminuer dans l'hémisphère sud, mais les jours continuent à se décaler, mais la durée du jour continue à se décaler sur le matin et le rattrapage ne s'effectue que début janvier, selon la latitude, hein, ça change. Donc pour la latitude 45 nord, c'est du 27 décembre au 8 janvier qu'on a les levées du soleil les plus tardifs de l'année. Eh ben tiens, on pense pendant ce temps qu'on c'est l'hiver et qu'on se caille chez nous, on pense à nos amis en Nouvelle-Calédonie qui ont le soleil qui leur passe au zénith à midi, c'est-à-dire au sommet du ciel. Les amis, le zénith, c'est le sommet du ciel. Ça n'arrive jamais chez nous que le soleil puisse passer au zénith, mais à Nouméa, ben, ça arrive 2 fois dans l'année, une fois en décembre, une fois en janvier.
Nouméa qui a 22 degrés de déclinaison sud à peu près. Donc la plupart du temps dans l'année, le soleil culmine très haut, mais du côté du nord. Et de décembre à 7 janvier, il culmine très haut, mais du côté du sud. Voilà. Donc on pense à eux qui ont bien chaud. Il n'y a pas d'ombre quand le soleil est au zénith. Alors, on apprécierait également beaucoup cette semaine, les étoiles filantes, les quadrantides. Donc, si le ciel est dégagé, ben, vous pouvez avoir droit à de magnifiques pluies d'étoiles filantes, essentiellement ben, le 3 janvier aux alentours de 22 heures, c'est l'heure du maximum. Ça dure jusqu'au 12. Donc là, il peut y en avoir 60 à 200 à l'heure, hein, des météores. C'est pas rien. Et donc, on a aussi les Léo Minori de décembre, dont le radiant se trouve donc dans le petit lion, comme le nom l'indique, Léo Minoride, qui se trouve entre le lion et la grande ourse. Parce que si vous regardez le levant, au moment où le lion se lève, donc maintenant en début de nuit, le lion se lève, et à gauche, il y a la grande ourse qui se relève aussi, et entre les deux, il y a le petit lion. On va regarder ça avec Stellarium. Donc les planètes, ben, on a fait le tour, hein. Donc Mars est invisible, elle se couche ben, à partir du 9, elle était du soir, elle va être du matin, mais on va mettre quelques mois avant de la voir réapparaître dans le ciel. Mercure et Vénus aussi donc sont invisibles. Mercure va être en conjonction supérieure aussi bientôt, et Vénus donc est en conjonction supérieure, et maintenant elle va donc passer dans le ciel du soir. Mais tout ça, elle va rester invisible jusqu'au mois de mars, je pense à peu près. 3 mois d'invisibilité. Nous avons de bien visibles encore, donc Saturne en début de nuit, avec Neptune à ses côtés. Donc, dès que la Lune retarde son lever en début de nuit, profitez-en, le ciel est noir. Et vous pouvez observer Neptune, c'est la fin de la période. Et bien entendu aussi Saturne, c'est beaucoup plus facile. Saturne, on se régale à l'observer. Neptune, on est content de la trouver. Voilà, avec un télescope, quoi, du moins. Et puis bah, Uranus, donc, qui culmine vers 21h25. Donc en début de nuit, c'est l'heure parfaite pour chercher et observer Uranus dans le ciel, juste en dessous des Pléiades. Et donc Jupiter, pleine Jupiter. Ça, vous n'allez pas manquer Jupiter, tout près de l'étoile Pollux. C'est évidemment Jupiter le phare. Donc passons sur Stellarium. Et donc, ah oui, les satellites de Jupiter, un petit mot encore. Donc, évidemment, on a Jupiter toute la nuit, donc on a un maximum de phénomènes de ces satellites observables. Et justement, si vous observez les phénomènes des satellites de Jupiter, vous remarquerez que avant l'opposition, le passage de l'ombre du satellite se produit avant le transit, mais que le laps de temps entre les deux événements diminue, rétrécit jusqu'au moment de l'opposition. Au moment de l'opposition, il est de zéro, ça se produit en même temps. Et une fois passé l'opposition, le transit a lieu d'abord et l'ombre ensuite. Et il en est de même pour les éclipses et occultations. Éclipse, c'est quand le satellite passe dans l'ombre de la planète, et occultation, c'est quand la planète cache le satellite. Ça va ensemble. Voilà, ben, je vous ai à peu près tout dit. Le VA chronique de Bételgeuse le 3 janvier et de Rigel le 8 janvier. Donc Bételgeuse, c'est Alpha d'Orion et Rigel, c'est Bêta d'Orion. Mais Bételgeuse, c'est la rouge, Rigel, c'est la bleue. Le VA chronique, c'est quand l'étoile se lève au moment du coucher du soleil. Voilà, donc le VA chronique de Bételgeuse, le 3 janvier pour la latitude 45 nord. Évidemment, ça va être plus tard si vous êtes plus au nord ou plus tôt si vous êtes plus au sud. Et de Rigel le 8 janvier, c'est pareil. Donc passons sur Stellarium. Et merci de me suivre dans ce petit bulletin astronomique. J'espère qu'il vous plaît. Je fais de mon mieux pour être avec vous, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Alors, voilà, le 3 janvier, en fin d'après-midi. Alors oui, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est un grand bonheur de voir le nombre d'abonnés de cette chaîne augmenter. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup. Nous revoilà sur le sol de notre petite planète. À peu près, bah, c'est localisé pour mon domicile habituel, hein.
Donc, c'est à peu près à 44 degrés 30 de latitude nord. Et donc, on va voir le soleil qui se couche. Là, à 16h39, vous voyez, il va se coucher dans 40 minutes. 16h, 17h23. Donc, il est là, voilà. OK. Et donc, bah, une heure plus tard, ça y est, le soleil est couché. Il est sous l'horizon. Et on va voir ce qu'on va voir en début de nuit. Alors, qu'est-ce qu'on voit en début de nuit? On se tourne vers le sud. On va attendre un petit peu plus quand même. On va attendre qu'il fasse un peu plus sombre. Ben, en tout début de nuit, premier astre que vous allez voir, c'est Saturne. Saturne qui culmine en début de nuit, puisqu'on est allé à peu près à sa quadrature est qu'elle a passée, me semble-t-il, il n'y a pas longtemps. Donc Saturne face au sud en début de nuit, avec peut-être en dessous, alors quelques minutes plus tard, vous remarquerez sans doute deux étoiles en dessous de Saturne. Allez, on va aller à 18h30. Vous remarquerez faux maillot du poisson austral qui va se coucher et Divda de la baleine qui est en dessous à gauche de Saturne. Voilà les deux étoiles remarquables en ce moment sous Saturne. Alors, vous voyez, Saturne est devant la constellation des Poissons, qui est très discrète, donc il faut que le ciel soit noir pour bien la remarquer. C'est elle qui culmine en début de nuit. Ce qu'on remarque, c'est le grand carré de Pégase et non pas du Pan. Donc, c'est une erreur de stellarium. Le grand carré de Pégase ici, donc les Poissons qui forment un V sous Pégase. Et donc, en dessous, il y a la baleine. Voilà. Et puis, si on se tourne vers l'est, ben, on va voir s'élever Orion. Orion se lève, donc je vous ai dit, c'était le lever acronique de Bételgeuse le 3 janvier et de Rigel le 8, donc ça veut dire qu'elle se lève ces deux étoiles quand le soleil se couche. Et au nord-est, enfin est-nord-est, on va voir s'élever Jupiter sous la Lune en cette nuit de pleine Lune, puisque là nous sommes la nuit du 3 au 4 janvier. Donc la pleine Lune s'est produite euh, à 11 heures le matin, donc la pleine lune est déjà passée là. Ici, c'est Pollux, donc au nord-est, hein. On va prendre une petite heure de plus. Une, ça suffira pour l'instant. Ici, donc, nous avons l'étoile Pollux des Gémeaux. Pollux, ici Castor. Castor et Pollux. Pollux étant la plus brillante des deux. Mais évidemment, entre l'éclat de la Lune et celui de Jupiter, les étoiles, là, on va les chercher à l'œil. Au-dessus, il y a aussi la très brillante là, c'est Elnathe du cocher. Ici, c'est Capella, voilà, la plus brillante. Et la Lune vient d'être conjointe à Elnathe et d'occulter l'étoile pour une certaine région de la Terre. La nuit du 1er au 2 ou du 2 au 3, je ne sais plus. Et si on se tourne vers le nord, on va voir la grande ours qui remonte. Alors, je vous ai parlé des léominorides tout à l'heure. Je vous ai dit, on va attendre que le lion se lève, il n'est pas encore levé. Donc, en tout début de nuit, la grande ours remonte. La petite ours, c'est la petite casserole suspendue à son clou, avec le dragon en dessous. Nous avons Vega et Deneb et même Altaïr de l'Aigle qui se couchent en début de nuit. Donc, 4 minutes chaque jour plutôt que la veille. Ça, c'est la règle absolue des étoiles. Elles se lèvent, culminent et se couchent chaque jour, 4 minutes plus tôt que la veille, puisqu'en fait, nous tournons avec le soleil, nous tournons autour du soleil. Donc, les étoiles, elles restent dans leur dans leur lointaine distance et elles sont il y a une parallaxe infime qui fait quand même qu'on a appris comme ça à faire le premier pas pour mesurer la distance des étoiles, mais elles sont fixes à l'œil nu, tandis qu'on les voit bien donc du fait qu'on avance autour du Soleil et qu'évidemment les étoiles qui sont derrière le Soleil, on les voit pas. Donc chaque jour on avance de 4 minutes, c'est pour ça que, enfin les étoiles avancent de 4 minutes, c'est pour ça que le ciel change au fur et à mesure des saisons et que en dehors de ce qui est de la Lune et des planètes, bah, toutes les étoiles que vous voyez, c'est toujours les mêmes à la même saison, à la même heure. Donc, début de nuit d'hiver, le grand triangle de l'été se couche de plus en plus tôt, bien sûr, tandis qu'au sud culminent les poissons, la baleine, voilà, et le bélier, et que très haut, donc en début de nuit, on va trouver Cassiopée,
Très haut, ben, c'est du côté du nord, Cassiopée, hein. Voilà, du côté du nord, Cassiopée, tout en haut, qui commence à redescendre, tandis que la grande ours commence, elle, à remonter, puisque on a Cassiopée opposée à la queue de l'ours. Voilà, la queue de l'ours, l'étoile polaire, Cassiopée, ça forme un axe opposé. La queue de l'ours est opposée à Cassiopée par rapport à l'étoile polaire. C'est simple. Alors, avançons un petit peu dans la nuit et allons voir ce que fait aussi la Lune. Alors, on va se tourner plutôt vers l'est. On va voir ce qui se lève au fur et à mesure de la nuit. De nuit en nuit. Donc là, c'était le 3 janvier. Le 4 janvier, ben, on va prendre une heure de plus. La Lune, donc, va se lever à 18h39 pour notre localisation. Alors, on va se mettre un peu plus tard. Là, ça y est, il est 20h30. 20h30, on voit ça apparaître l'étoile Sirius, au sud-est pratiquement, est-sud-est, se lève Sirius. C'est pareil, les étoiles se lèvent toujours au même azimut pour votre localisation. Une fois que vous avez repéré où c'est qu'une étoile se lève, donc en particulier avec Sirius, c'est la plus brillante étoile du ciel, c'est remarquable. Elle se lève toujours au même endroit pour votre localisation. Chaque étoile se lève toujours au même endroit, culmine toujours à la même hauteur et couche toujours au même azimut. Quand je vous dis au même endroit, ça veut dire au même azimut, dans la même direction par rapport à un point précis que vous fixez. Votre point par rapport à votre point d'observation, eh ben, vous pouvez prendre un repère, ce que faisaient les anciens, c'est ce que racontent les cromlechs, les alignements de mégalithes, etc. Vous prenez un repère et avec un repère dans le paysage, une montagne en particulier, évidemment. Vous pouvez prendre un clocher, ce que vous voulez, un pylône, c'est moche, mais bon, ou un arbre, mais bon, le plus pérenne, évidemment, ce sont les montagnes. Voilà, donc nous sommes le 4 janvier, il est 20h30, la Lune s'est levée à 18h39 et elle est conjointe à l'amas de la Crèche qui, voyez, se niche dans la constellation du Cancer, tout près, ici, là, il est là. Donc, c'est pas le bon moment, évidemment, pour l'observer, car la lueur de la grosse lune gibbeuse décroissante va éteindre les étoiles de l'amas. Mais il est là. La lune est donc conjointe à la Crèche le 4 janvier. Donc, on continue. Le lendemain, la lune se lève plus tard, évidemment. Elle se lève à 20h, 1h40 plus tard. Elle prend du ralentissement sérieux. Et c'est qu'elle descend en déclinaison aussi, donc ça lui fait perdre de l'avance sur son décalage moyen de chaque jour, 50 minutes, la Lune. Là, elle fait plus. Il y a des fois où elle fait moins. Quand elle se lève de plus en plus vers le nord-est, elle va se lever de plus en plus, réduire de plus en plus le décalage. Ce sera 50 minutes moins tout ce qu'elle va gagner parce qu'elle monte en latitude et en déclinaison. Et là, par contre, elle en perd, donc elle met encore de plus en plus de temps à se lever. Nous sommes donc le 5 janvier. Elle arrive devant la constellation du Lion, donc on va prendre une heure de plus. Vous voyez, ici Régulus, le lendemain, ou même entre le 5 et le 6, on va voir la Lune conjointe à Régulus. Voilà, c'est le 6, 21h30. Prenons une heure de plus, à 20h, 22h30, on la verra mieux. Nous avons notre Lune bien entamée qui se trouve sous Régulus, l'étoile principale de la constellation du Lion, à l'est donc. Régulus, voilà, le lion se lève à l'est pratiquement, puisque à l'opposé, enfin oui, grosso modo, le lion se lève à l'est avec un petit décalage, mais là, on est vraiment tourné vers l'est, on a Lune et Régulus. Un jour de plus, le 7, 22h30, allez, 23h30, ben, la Lune est toujours sous le ventre du lion. Elle a fait tout ce chemin depuis hier. Ici, Denebola, la queue du lion, vous voyez, elle est de plus en plus vers le sud-est. Et bien sûr, de plus en plus grignotée. La lune gibbeuse décroissante. Le 8, elle va se lever encore plus tard. Vous voyez, elle n'est pas levée. Ben, on arrive au 9, elle va se lever la nuit du 8 au 9, donc. Elle se lève à 0h44 devant la constellation de la Vierge.
la nuit du 9 au 10. Là, nous sommes la nuit du 9 au 10. Et la nuit du 10 au 11, c'est juste à la fin de notre période. Voilà, elle est sous l'étoile Spica de la Vierge. La période s'arrête à 11h14 dans la journée, puisque c'est l'heure du dernier quartier. Elle est en dernier quartier, un petit peu entamée, la nuit du 10 au 11. Évidemment, ça clôt cette période, sa conjonction à Spica de la Vierge. Voilà pour ce petit tour des étoiles. On a ici les principaux amas observables, les principaux objets du ciel profond, facile à observer. Donc l'amas de la rose, un amas ouvert, et bien sûr le grand amas d'Hercule, amas globulaire. L'amas de la rose, je ne sais plus. Attendez, on va y mettre ses caractéristiques, c'est l'occasion. Type amas globulaire, bah, vous voyez, je vous avais dit amas ouvert, c'est pas du tout la même chose. C'est des amas d'étoiles, certes, mais l'amas ouvert, bah, on va vous montrer celui d'Hercule, mais vous reporterez aux photos de cet été, où Loïc nous a fait de magnifiques photos du grand amas d'Hercule. Voilà, bah, je vais vous laisser bientôt. J'ai pas prévu d'image à vous montrer parce que j'étais trop dans les choux. Alors du coup, bah, je vous montre ce que vous allez pouvoir voir dans le ciel. Voyez qu'en fin de nuit, nous avons Vega qui se relève à 3 heures du matin. 3h30, Vega se lève à 2h30. Donc on va quand même finir la nuit ensemble, hein. On n'est pas là pour rien. Donc qu'est-ce qu'on a en fin de nuit dans le ciel? On va refaire un petit tour du ciel. J'ai même pas fait le ciel de milieu de nuit. Alors un petit ciel de milieu de nuit. Je reviens, c'est à 0h59. Comme je vous l'ai dit, l'équation de temps se décale. Donc, en milieu de nuit, bah, nous avons la petite ours et le dragon qui remontent à droite. Donc, on peut dire qu'ils sont à 3 heures. Nous avons la grande ours au-dessus. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la grande ours et le lion, qui, si on est face à l'est, s'élèvent chacun de leur côté, comme ça. C'est magnifique. Et entre les deux, bah, il y a les saints des Léo Minorides de décembre. Voilà. Et ici, les quadrantides qui se trouvent. Non, ça, c'est les gamma Ursae Minorides. Les quadrantides, c'est devant le Bouvier, c'est ici. C'est le nom d'une ancienne constellation, la constellation du Cadran. Et en fait, ça se trouve, ça met le radiant de cet essaim de météores se trouve au nord du Bouvier, ici, là, donc. Voilà, donc en milieu de nuit, le ciel, qu'est-ce qui est au plus bas? Eh bien, donc, le dragon et la petite ours qui remontent, Céphée qui descend, Cassiopée qui descend, voilà, et la grande ours qui remonte. Et se couche Andromède, le bélier, Persée, Capella, tout ça, c'est sur le couchant. Vous voyez, Andromède, c'est la fin, là, c'est le carré de Pégase. Pégase est couché en milieu de nuit. Orion est au sud-ouest, déjà sur le couchant. Donc tout le grand jet de l'hiver est à basculer du côté du couchant. Et du côté de l'est, on va finir la nuit. Nous avons donc le lion qui s'élève de plus en plus haut, de plus en plus fièrement. Donc 0h58, allez, 2 heures, 1 heure, soyons fous. 2 heures du matin, donc lever de la lune la nuit du 10 au 11. 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures, 6 heures. Ophiuchus se lève, apparaît le scorpion au sud-est. Bon, ben, notre grand triangle de l'été réapparaît, Vega et Deneb, tout du moins, du signe, au nord-est. 7 heures, il fait encore nuit. Ici, Antares du Scorpion, au sud-est, qui se lève. Voilà Altaïr de l'Aigle, voilà pour compléter le grand triangle de l'été qui est déjà en train de réapparaître au levant du ciel d'hiver. Arcturus du Bouvier, très haut. Et à 8 heures, ben, c'est presque le jour, donc on va. Voilà, plus de planètes dans le ciel du matin, hein, plus de Mercure qui a été bien visible en décembre. Là, c'est fini. Donc voilà pour le ciel de début, de fin de nuit, avec Antares, le ciel immuable de fin de nuit d'hiver, qui est le même ciel que le milieu de nuit de printemps ou le début de nuit d'été. Voilà en fait. Eh bien, mes chers amis, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit bulletin astronomique.
Je vous souhaite donc de très belles soirées sous la Lune. Profitez, si vous êtes bien couverts, d'apprécier Jupiter, Lune et Jupiter. La Lune à côté de, on a dit de Régulus, et ensuite à la fin, au dernier quartier à côté de Spica. Profitez du début de nuit, des débuts de nuit sans Lune au fur et à mesure qu'on avance dans la période pour observer Saturne et Neptune, et puis Uranus, et profitez toute la nuit de Jupiter et profitez surtout de la vie. Je vous souhaite donc encore une très belle année, vous voyez, qui démarre, qui nous réserve plein de merveilles célestes. J'en suis sûr, oui, il faut le signaler, cette année, nous allons avoir le 12 août une éclipse totale de soleil qui sera visible du nord de l'Espagne, donc pour nous, c'est pas inaccessible. Et ben, c'est un très beau projet. Nous, Rocastre, évidemment, on a le projet d'y assister. Donc préparez-vous. Je vous tiendrai au courant si on lance quelque chose et que ça vous intéresse d'être avec nous. Faites-nous le savoir. Sinon, on arrivera peut-être à vous faire un petit direct, mais c'est moins garanti. Voilà, chers amis, très très belle semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, donc le 9 janvier, à la même heure, 16 heures, pour l'enregistrement de ce bulletin astronomique. Si vous voulez vous joindre à moi, c'est toujours un grand plaisir. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Ça y est, je trouve plus la sortie. Excusez-moi.